la semaine économique et en plateau avec nous Nathalie Janson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à Neoma Business School. On commence avec une actu française, le rapport de la Cour des comptes qui est sorti jeudi et qui dit quoi? Qui dit que la réduction des dépenses publiques en France n'est pas assez importante? Oui, tout à fait. En fait, elle critique la façon dont le gouvernement en fait a géré ces derniers mois, et notamment, elle est très dubitative sur la capacité de la France à rester au niveau du déficit budgétaire dans des limites en fait annoncées, et notamment les fameux 3%. Et elle souligne qu'en fait, même maintenant, on sait très bien qu'on ne sera pas aux 3% du fait du mouvement des Gilets jaunes, mais elle est très aussi dubitative sur le fait qu'on tienne les 3,2 annoncés. Donc parce qu'effectivement, les dépenses occasionnées par le mouvement des Gilets jaunes, notamment les 11 milliards, sont supposées être financées par des baisses des dépenses, sauf que ces baisses de dépenses ne sont pas documentées. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas où on va aller chercher cette baisse des dépenses. Et je dirais que c'est malheureusement quelque chose de récurrent en France, puisque ça fait maintenant plusieurs années, si vous regardez l'historique du rapport de la Cour des comptes, où en fait on a ce même problème, c'est-à-dire qu'en France, on ne sait pas diminuer les dépenses. Et ça devient effectivement problématique quand on a des situations budgétaires telles qu'on les a aujourd'hui en France. Oui, parce qu'on vit à crédit. Didier Migaud le dit, cela place la France en décalage croissant avec les autres pays européens. On peut notamment penser au Portugal qui a fait le travail justement de réduction des dépenses et qui est aujourd'hui pratiquement à l'équilibre. Oui, tout à fait. On est très en rupture parce que si on regarde depuis la crise, finalement, beaucoup de pays, notamment ceux qui étaient en grande difficulté, eux ont fait un réel travail en profondeur pour revoir en fait et les dépenses et la structure des recettes. Donc effectivement, on peut penser au Portugal, à l'Espagne, à la Grèce, voilà, qui dans des situations très compliquées. Alors qu'en France, non. En fait, on s'est un peu comme souvent, en fait, on n'a pas fait ce travail en profondeur. Et donc, par conséquent, on arrive à une situation où finalement, on reste le pays où en fait les dépenses publiques n'ont pas diminué par rapport aux autres. Elles restent à un taux élevé, alors que en moyenne, elles ont diminué dans l'Union européenne. Et puis, effectivement, on n'a pas non plus revu la structure des recettes. Et donc, pour l'endettement, donc ça veut dire qu'on s'endette, puisqu'on n'a pas non plus de revenus par une structure de recettes plus efficace, et on n'a pas diminué les dépenses. Donc, comme on accumule le déficit, eh bien, on va se financer en s'endettant. Et évidemment, l'endettement est un moyen facile puisque les conditions de marché s'y prêtent, et le marché a un appétit pour la dette européenne et la dette française en particulier, puisqu'elle est placée deuxième après la dette allemande. Donc là, une des solutions, ça peut être d'augmenter les recettes fiscales. Et justement, cette semaine, il y a eu un débat avec Gérald Darmanin qui a annoncé vouloir plafonner les niches fiscales. Est-ce que ce serait une solution? Alors, le plafonnement des niches fiscales, c'est pas la première fois qu'on nous en parle, puisque de toute façon, les niches fiscales ont déjà été rabotées une première fois. Là, effectivement, on est toujours sur la fausse bonne idée. Alors, on voit bien que Gérald Darmanin, son problème principal, c'est que ils ne veulent pas revoir l'ISF, donc par rapport au mouvement des Gilets jaunes, il faut un signal pour dire voilà, je vous ai entendu, il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à la classe des riches, mais vouloir toucher aux niches, c'est encore une fois ne pas faire le travail de profondeur que la fiscalité française mériterait pour pouvoir vraiment trouver des solutions. Notamment quand on parle des niches, et évidemment les niches existent parce qu'on a un impôt sur le revenu progressif qui est fortement progressif. Donc ça veut dire que, comme beaucoup le savent, la moitié de la population ne paye pas l'impôt sur le revenu, même plus de la moitié, que c'est un peu plus de 10% des Français qui payent 70% de l'impôt sur le revenu, donc on voit bien qu'il est concentré. Ce n'est pas un impôt qui finance beaucoup notre dépense, puisqu'il représente moins de 10% en fait des recettes fiscales en France, enfin non, des recettes qui couvrent la dépense publique en France. Donc on voit bien que l'enjeu est tout petit, et on est en train de nous dire qu'on va aller raboter les niches fiscales, alors que les niches fiscales en fait c'est de l'orientation de dépenses. C'est-à-dire que c'est pas comme si l'État ne recevait rien, parce qu'il ne reçoit pas au titre de la fiscalité, mais il va le recevoir parce que de toute façon les personnes qui en profitent, par exemple si vous faites du Pinel, vous allez acheter un bien. Donc c'est pas comme si l'argent s'envolait ou disparaissait ou s'était volatilisé, ne servait pas à l'activité économique française, mais elle apparaît différemment, c'est tout. Est-ce que les niches fiscales contribuent réellement à l'attractivité d'une économie? Est-ce qu'on compare justement les différents pays européens par rapport à leur niche fiscale? Est-ce que ça compte?
c'est plus un calcul économique français. C'est-à-dire que pour un ménage français, il va orienter en fait la façon dont il va utiliser son argent par rapport à ses niches fiscales lorsqu'il fait partie des gens qui payent l'impôt sur le revenu. Donc effectivement, le Parisien a sorti une enquête ce matin. Effectivement, les niches fiscales bénéficient aux ménages les plus aisés, mais ça, je dirais que c'est le but. C'est-à-dire que pour les ménages qui payent l'impôt sur le revenu, c'est un moyen de ne pas payer l'impôt et de orienter leurs dépenses autrement. En plus de ça, ça peut créer effectivement des faux marchés, enfin en tout cas des marchés qui en fait n'existeraient pas si cet impôt, si ces niches n'étaient pas là. Et notamment, on peut penser effectivement à tous les programmes de construction, parce qu'on se rend bien compte que tous les programmes de construction, comme dernièrement le Pinel, ont donné lieu à des constructions qui ne sont pas forcément au bon endroit. Donc on voit en plus que c'est pas forcément économiquement extrêmement efficace. Alors après, il y a d'autres niches qui peuvent être considérées comme efficaces. Celle qu'on retient souvent, c'est celle du travail à domicile, parce qu'effectivement, si vous n'aviez pas cette niche, on retourne au travail au noir. Donc voilà, donc là, je dirais qu'on est en train de comparer des recettes qui ne rentreraient pas, puisque le jour où étaient rabotées les niches fiscales, et notamment une des clauses qui était payée aux cotisations réelles ou pas, vous aviez deux régimes possibles, maintenant il n'y en a plus qu'un seul. Eh bien en fait il y a eu plus de travail au noir l'année qui a suivi, et donc en fait on voit bien que dans le cas du travail domestique, il faut faire attention en fait à cette niche là, parce que on va vite se retrouver avec un travail au noir plus grand, donc ça veut dire des recettes fiscales en moins. Oui, en fait tout sera aussi une question d'évaluation des politiques publiques. On va passer à l'Europe, l'Union européenne qui a refusé cette semaine le mariage Alstom-Siemens. Est-ce que l'Europe est dépassée, est archaïque dans ses décisions, dans ses processus? L'Europe a joué, enfin l'Union européenne a joué son rôle. Elle a vraiment appliqué à la lettre les principes lorsqu'on analyse en fait le pouvoir de domination d'une entreprise. Là, on voit bien qu'il y a un petit côté, alors pas nationaliste, mais européiste, c'est-à-dire que lorsque la même commission condamne Google, on est content, et même lorsqu'elle condamne deux entreprises majeures européennes, on n'est pas content, parce qu'on aurait voulu qu'effectivement elles puissent s'allier pour faire face à des entreprises évidemment comme l'entreprise chinoise qui est celle dominante aussi au niveau international, en tout cas il y a une forte position, et comme effectivement cette entreprise chinoise est très soutenue par le gouvernement chinois en mettant les moyens, on se dit que face à cette concurrence entre guillemets déloyale, il faudrait qu'on laisse une structure de taille comparable pour pouvoir l'affronter sur le marché. En fait, c'est ça qui a surtout coincé. Mais dans son rôle, elle a tout à fait joué son rôle, puisque elle a défendu en fait le consommateur, parce qu'il y avait des risques de position dominante, des prix et de position dominante. Mais est-ce qu'elle ne devrait pas aussi préserver la puissance de ces entreprises, parce que c'est aussi la préservation des emplois derrière? Alors là effectivement, il peut y avoir débat. C'est-à-dire que pour le moment, il est difficile de dire que cette décision engendrera en fait une moindre compétitivité des deux entreprises, parce que pour le moment elles sont leaders sur le marché européen, donc l'entreprise chinoise pour le moment ne vient pas les concurrencer. Alors le débat peut se poser sur le marché international éventuellement, mais effectivement on ne peut pas reprocher à la Commission européenne d'appliquer les principes pour lesquels elle a été mise en place. À ce moment-là, il faut effectivement revoir de fond en comble, ou alors il faut instaurer des régimes de différence, mais là on a un message confus. Je veux dire, elle fait son travail, et effectivement pour elle, étant donné qu'il y avait des positions jusqu'à 90% voire 100% du marché, pour elle c'est donc un signe qu'il n'y a pas de concurrence, même si de toute façon ça peut être débattu, l'idée du monopole, et en quoi le monopole n'est pas forcément toujours nocif. Vous avez toute une littérature là-dessus, et vous avez des personnes qui défendent le fait qu'un monopole peut exister temporairement, parce que les conditions font qu'à un moment donné il a besoin d'avoir cette taille-là. Et Alstom-Thales, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un risque de position dominante? Dans le cas d'Alstom-Thales, de toute façon, elles sont, je dirais, elles sont très similaires. Donc, est-ce que leur alliance pouvait donner lieu à des innovations qui auraient permis d'être avantageuses? En fait, c'est surtout ça, en fait, qui est la question qui pourrait être intéressante, c'est de savoir si l'alliance des deux allait pouvoir, en fait, être plus efficace et donc produire des résultats meilleurs. Je pense que c'est un peu compliqué de le savoir.
Alors cette semaine aussi, les révisions de croissance à la baisse par la Commission européenne. Après l'Allemagne, on a eu l'Italie. L'Italie qui est officiellement en récession et qui devrait croître de 0,2% seulement en 2019 au lieu de 1,2%. Alors à quoi est-ce dû précisément en Italie? Là, on est typiquement dans le problème de l'Italie depuis l'élection donc de l'accès au gouvernement de la coalition. C'est-à-dire qu'en fait, on a un programme qui dégrade les finances publiques, qui n'a pas forcément d'impact sur l'activité économique parce qu'elle vient en réalité, voilà, elle vient juste d'être mise en place et de toute façon, elle ne s'attaque pas forcément aux problèmes de fond de l'économie italienne pour la rendre plus dynamique. Et donc, le climat est très incertain puisque de toute façon, c'est une coalition avec des fois des positions qui sont très opposées. Donc en fait, il y a vraiment une vraie question sur la capacité de l'Italie à générer de la croissance dans ce cadre incertain et confus. Voilà, le problème de la dette n'est pas évidemment un cadre italien puisque sa dette est déjà élevée, donc ça veut dire qu'elle sera encore plus élevée. Et donc effectivement, le contexte n'est pas favorable à ce qu'en Italie, en tout cas, il y ait une croissance dynamique. Mais cela dit, les Italiens n'ont pas de mal à émettre de la dette puisque la dernière a été largement sursouscrite. Oui, alors c'est toujours, comme je le disais au tout début lorsqu'on parlait de la France, effectivement, on a ce paradoxe en ce moment où d'un côté on critique la dette, mais d'un autre côté on a des marchés qui ont un certain appétit pour la dette, puisque effectivement vous avez des rendements qui sont sur l'Italie qui sont finalement plus élevés puisqu'elle est un peu plus risquée. Mais comme on pense toujours que l'Italie n'est pas à ce point problématique, on continue à se dire que ça peut être un moyen d'augmenter le rendement de portefeuille en ayant de la dette italienne. Voilà, les investisseurs toujours à la recherche de rendement. Merci beaucoup Nathalie Janson. Je rappelle que vous êtes professeure d'économie à Neoma Business School.